Difficile d'imaginer que le long de ces côtes du Péloponnèse, dans ces eaux turquoises, se joue une bataille quotidienne pour les pêcheurs de la petite ville de Néapoli. Ioannis Kapakos pêche ici depuis 20 ans. Mais ces dernières années, quelque chose a changé. Ses filets remontent de plus en plus vides. Avant, ici, je pêchais jusqu'à 10 à 12 kilos de poissons. Aujourd'hui, la quantité de poissons a diminué d'au moins 50%. L'une des raisons de cet effondrement, la voici. Le poisson-lion. Une espèce qui, depuis plus de 2 ans, prolifère dans le secteur. Il est très beau. Le problème, c'est qu'il mange les œufs de tous les autres poissons. Avec ses 18 épines dorsales venimeuses, en Méditerranée, il n'a aucun prédateur à part l'homme. Voilà, il y en a un autre qui arrive. Et tu vois, aujourd'hui, on a pêché une cigale de mer, 3 à 4 bons poissons, du mérou, un denté, et le reste, c'est du poisson-lion. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. L'espèce est extrêmement invasive. Tapi dans les rochers, le poisson-lion peut manger jusqu'à 6 fois son poids et se reproduit presque toute l'année. La femelle peut pondre plusieurs milliers d'œufs tous les 2 ou 3 jours. Son espérance de vie est de 30 ans. Originaire de l'océan Indien, le poisson-lion évolue normalement dans les mers chaudes. Attiré par l'augmentation de la température de l'eau, il est entré en Méditerranée par le canal de Suez. Et c'est en Israël qu'il a été aperçu pour la première fois en 1991, puis en 2012 au Liban. Son extension s'est ensuite poursuivie à Chypre en 2014, et c'est désormais dans le sud de la Grèce qu'il prolifère. Dans le port de Néapoli, toute la communauté des pêcheurs est impactée. C'est tout ce que tu as remonté? Oui, c'est tout. Quelle misère. Même pas de quoi payer l'essence du bateau. Méconnu, considéré comme dangereux, ici le poisson-lion ne se vend pas. Et les dizaines de kilos pêchés chaque jour finissent à la poubelle. Si on ne promeut pas ce poisson pour le vendre, moi je vais abandonner mon permis de pêche et faire autre chose. Je ne sais pas, moi, serveur. Parce que là, la mer, c'est fini. Pour contrer cette invasion, il n'existe qu'une seule solution, le manger. En face de Néapoli, sur l'île d'Elafonissos, une association écologiste tente de créer une filière. Il faut commencer par enlever les épines les plus dures et les plus dangereuses, car elles font très mal. Et voilà, maintenant ce poisson est inoffensif. Dès qu'il le peut, ce volontaire italien se rend dans les cuisines des tavernes pour expliquer aux restaurateurs comment préparer le poisson-lion, qui réunit de nombreuses qualités. Ils mangent seulement des petits poissons, jeunes, qui n'ont pas encore de métaux lourds dans le corps. Donc sa chair est vraiment excellente. On peut en faire du filet et il y a pas mal de chair comparé à sa taille. Un poisson charnu et tendre, idéal pour être dégusté en carpaccio. Ce couple de restaurateurs est convaincu. C'est un poisson économique, délicieux, facile à préparer et vraiment savoureux. Il faut que tout le monde le goûte. Il fait peur, oui, mais si tu le manges, tu fais une bonne action. Mieux vaut manger des millions de poissons-lions plutôt que le dernier thon de Méditerranée. Aujourd'hui, principalement en Grèce, le poisson-lion remonte inexorablement vers le nord de la Méditerranée, l'une des zones qui se réchauffe le plus rapidement au monde. Sa présence a déjà été signalée en Italie et selon les spécialistes, il ne devrait plus tarder à faire son apparition sur les côtes françaises d'ici 1 à 3 ans. Et Alexandra Renard de la rédaction de France 24 est avec nous. Bonjour Alexandra, bonjour. Merci d'être là. Qu'est-ce qu'on entend par espèces exotiques envahissantes d'abord? Ce sont des animaux et des végétaux qui sont transportés par les hommes de manière accidentelle ou délibérément depuis leur lieu d'origine vers des territoires où ils n'ont jamais existé finalement, quoi. On ne les a jamais vus sur ce territoire, donc ils sont ensuite des menaces pour ces écosystèmes. Ce qui amplifie ce phénomène grandement, c'est évidemment le tourisme et le commerce international. Et en quoi est-ce qu'il constitue une menace? Alors, ces invasions biologiques touchent tous les milieux, aquatiques, marins, terrestres, et on en retrouve sur tous les territoires de la planète. Ils déséquilibrent les environnements qui sont en place. Et certaines de ces populations qui ont un comportement particulièrement prédateur peuvent complètement décimer des espèces locales. C'est ce qu'on a vu justement dans ce reportage sur le poisson-lion,
qui lui est un prédateur. C'est une espèce qui est considérée hautement invasive. Il faut savoir que ces espèces invasives, elles constituent un énorme danger pour beaucoup d'espèces. 60% d'extinction d'espèces connues à l'échelle mondiale. Et alors, il y a donc ce que vous venez de faire, ce constat. Combien d'espèces exotiques y a-t-il sur la planète? Est-ce qu'on peut le chiffrer? Et comment sont-elles envahissantes? Alors, il y a 37 000 espèces exotiques sur la planète. Et il y en a 3 500, c'est beaucoup. Et il y en a 3 500 qui sont envahissantes, classées envahissantes, toujours transportées par les activités humaines. Donc, nous en sommes responsables. En France, il y a plusieurs déjà espèces envahissantes qui sont très, très bien installées. On peut citer le ver plat, le moustique tigre, le poisson lapin, le ragondin, l'écrevisse de Louisiane, la fourmi électrique, le scarabée japonais aussi, le crabe bleu qu'on retrouve énormément en Corse. Beaucoup de ces invasions donc, sont animales, mais il y a aussi des invasions qui sont végétales, comme l'ambroisie par exemple, qu'on retrouve largement en France. Et c'est une plante qui est envahissante, dont le pollen est hautement allergisant pour l'humain. Et on sait comment est-ce qu'il s'est installé là? Il est venu probablement par les activités humaines, c'est quasiment 100%. C'est le vecteur. Ouais. Quel préjudice est-ce que ça cause? Alors ces préjudices sont à la fois écologiques, sanitaires et économiques. Par exemple, les insectes ou des pathogènes qui sont introduits dans des cultures ou dans des élevages peuvent les détruire. Si on pense aux moustiques tigres, c'est potentiellement un vecteur de chikungunya ou de dengue, donc ça met potentiellement aussi en péril nos santé. En Europe continentale, les coûts générés pour la gestion et la réparation des dommages qui sont causés par ces invasions biologiques, on peut les élever à plus de 12 milliards d'euros par an. Est-ce que ces invasions s'autorégulent avec le temps? Il n'y a pas de régulation naturelle. Vous aurez plusieurs écoles sur le thème, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, on peut considérer qu'il n'y a pas de régulation naturelle. Les lapins, par exemple, les dromadaires qui ont été introduits en Australie en 1850, aux alentours de 1850, par l'homme, eh bien, aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi nombreux et aussi nuisibles. On a la plus grande population de dromadaires sauvages maintenant en Australie. En France, le moustique tigre, les ragondins, les coccinelles asiatiques, ça ne se réglera pas. Si on prend le cas du frelon asiatique qui est arrivé il y a 20 ans, on l'a très très mal géré. On aurait dû intervenir très rapidement et puis l'éradiquer et le contrôler parce que c'est la seule solution de faire et ça n'a pas été fait. Donc maintenant, il est indélogeable. Parce qu'on ne savait pas faire ou... Parce qu'on n'a pas pris le temps de le faire et surtout on n'a pas agi assez vite. Il n'y a qu'une seule solution, il faut agir très vite parce qu'il se propage extrêmement vite. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour freiner justement leur introduction et leur développement alors? Est-ce qu'on peut le retarder? Un peu comme toujours, si tout le monde s'y met. Donnez-nous des solutions, Alexandra. Si tout le monde se mobilise, on peut y arriver. Donc là, par exemple, les citoyens, les jardiniers, les éleveurs, les amoureux de la nature, les chasseurs, les pêcheurs, les élus, tous ces gens-là, en fait, s'ils détectent, eh bien, il faut quelque chose qui est anormal de point de vue animal ou végétal dans la nature ou dans son jardin, eh bien, il faut immédiatement le signaler. On peut aussi avoir des gestes un peu plus, j'allais dire, intelligents au quotidien, en déposant ces résidus végétaux en déchets pour éviter la propagation dans le milieu naturel. On peut ne pas transporter de plantes et d'animaux exotiques dans ses valises, ça c'est une très mauvaise idée, ou bien certains les rejeter dans la nature, c'est comme ça que souvent ils arrivent, ou bien sous les chaussures, il y a un peu de terre, ou bien on ramène des petites plantes. Et puis justement, acheter des plantes d'origine locale et pas exotique, comme par exemple les herbes de la pampa, les arbres à papillons, ou bien les griffes de sorcières. Ce sont des plantes qui sont très compétitives, très jolies, magnifiques, mais qui sont dangereuses et qui se développent rapidement dans les milieux naturels. Et puis, simplement, surveiller aussi son jardin, ses ruches ou son petit hôtel à insectes, si on en a un, pour voir s'il n'y a pas des clients indésirables, comme par exemple le frelon asiatique. Et si on ne sait pas, on vous envoie une photo via vos réseaux. C'est ça. Voilà. Je suivre aux scientifiques. Vous êtes suffisamment penché sur la question et on vous doit un certain nombre de reportages sur ces espèces. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous. Merci.